Je suis rentré tôt et j'ai vu ma femme pousser un homme dans notre placard de chambre comme si c'était moi qui n'avais pas ma place là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste marché, tourné la clé et l'ai enfermé à l'intérieur. Mes mains étaient fermes. C'est ce que je me souviens le plus. Pas le regard sur le visage de Denise. Pas la façon dont la porte du placard a tremblé une fois, puis s'est immobilisée. Juste mes mains calmes comme si je fermais le bureau à la fin d'une journée normale. Mais ma poitrine, c'était une autre histoire. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles comme un camion tournant au ralenti trop près. Denise resta là au milieu de la chambre, figée, la bouche ouverte, puis refermée. Elle semblait plus petite d'une certaine manière. Pas effrayée exactement, plutôt comme prise au dépourvu. « Marc », dit-elle finalement, sa voix alors, ce n'est pas. J'ai levé une main, pas en colère, juste ferme. Ne dis rien, ai-je dit. Juste ne dis rien. Je suis passé devant elle dans le couloir et j'ai attrapé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. Mon pouce a hésité une seconde, puis j'ai tapé un message. Pouvez-vous passer ? Nous devons parler. C'est important. Je l'ai envoyé à ses parents. Harold et June habitent à 15 minutes. Assez proche pour ce que j'avais en tête. Quand je suis retourné dans la chambre, Denise n'avait pas beaucoup bougé. Elle s'est légèrement tournée vers le placard comme si elle pouvait le faire disparaître. « Tu l'as fermé à clé ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Je me suis appuyé contre la commode, les bras croisés. Parce que j'aimerais que tout le monde soit présent quand cette porte s'ouvrira. Ses yeux ont scintillé juste une seconde. Pas de confusion, de calcul. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Tu vois, j'étais marié à Denise depuis 28 ans. Tu ne vas pas si loin sans apprendre l'éthique d'une personne. La façon dont elle fait une pause avant de répondre. La façon dont elle regarde quand elle est sur le point de mentir par rapport à quand elle essaie juste d'épargner tes sentiments. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était autre chose. Je peux expliquer, dit-elle. Je suis sûr que tu peux, répondis-je, mais tu peux attendre. Nous sommes restés là en silence pendant un moment après cela. La maison semblait différente, comme si la pression atmosphérique avait changé. Du couloir, j'entendais le léger bourdonnement du réfrigérateur. La climatisation s'est mise en marche, poussant de l'air frais à travers les bouches d'aération. Des bruits ordinaires, le genre que tu ne remarques pas tant que tout le reste ne se tait pas. Je suis allé au salon et me suis assis dans ma chaise habituelle. Le cuir a craqué sous moi. J'ai tendu la main et ajusté le thermostat par habitude de 2 degrés vers le bas. Je faisais toujours ça quand je rentrais tôt. Denise m'a suivi 1 minute plus tard. Elle planait près de l'embrasure de la porte comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer complètement. Tu réagis de manière excessive, dit-elle, mais il n'y avait pas beaucoup de poids derrière cela. Je l'ai regardé, vraiment regardé cette fois. Ses cheveux étaient un peu en désordre. Pas désordonnés, juste précipités. Il y avait une légère odeur de cologne dans l'air, quelque chose que je ne possédais pas. Et puis il y avait les bottes posées au bord du lit, à moitié cachées par le cadre. Des bottes de travail, en cuir foncé, à peine usées. Je les avais remarquées dès que j'étais entré. Pointure 11, je suppose. Je fais du 10 et demi. Qui est-il, demandai-je. Elle hésita juste un battement de trop. Un ami, dit-elle. J'ai expiré doucement par le nez. On ne cache pas ses amis dans les placards, Denise. Elle croisa les bras, défensive maintenant. Tu es rentré tôt. J'ai paniqué. Oui, dis-je. J'ai remarqué un autre silence entre nous. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Pendant une seconde, j'ai attendu que la colère apparaisse. Je me suis dit qu'elle devait être quelque part. 28 ans d'affaires partagées, une maison de vie, et maintenant ça. Mais elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place était quelque chose de plus froid, de plus clair. Comme regarder une carte après avoir tourné en rond pendant des heures et se rendre compte soudainement exactement où l'on est. Tu sais ce qui est étrange, dis-je. Elle ne répondit pas. Je m'attendais à ressentir quelque chose de plus grand. De la colère, de la rage, mais tout ce que je ressens, c'est... J'ai cherché le mot, de la clarté. Son expression changea légèrement. Ce scintillement encore.
De la chambre, la porte du placard fit un léger bruit, pas un coup, plutôt un changement de poids. Je ne me suis pas retourné pour regarder. « Assieds-toi » dis-je, en désignant le canapé. Elle ne bougea pas. Denise, ajoutai-je un peu plus fermement cette fois. Lentement, elle s'approcha et s'assit sur le bord du coussin, les mains serrées sur ses genoux. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de réponse encore, mais cela n'avait duré que quelques minutes. Ils n'ont pas besoin d'être impliqués, dit-elle doucement. C'est entre nous. Je secouai la tête. Plus maintenant, Marc. Plus maintenant, répétai-je. Un autre moment de silence, plus long cette fois. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai fermé les yeux un instant, et c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Pas l'affaire, pas même l'homme dans le placard. Quelque chose d'autre. Un sentiment que j'avais eu quelques semaines plus tôt, assis dans mon bureau à l'entrepôt, fixant des chiffres qui ne s'additionnaient pas tout à fait. J'avais ignoré cela à l'époque. Je m'étais dit que j'étais juste fatigué. Maintenant, assis ici dans mon propre salon avec un étranger enfermé dans mon placard. Ce sentiment est revenu, plus fort, plus clair. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Denise. Cela ne s'est pas produit juste maintenant, dis-je. Sa mâchoire s'est serrée. Non, continuai-je lentement. Cela se passe depuis un certain temps. Elle ne l'a pas nié. Cela m'en a dit plus que n'importe quoi d'autre. De quelque part dans la rue, j'ai entendu le grondement sourd d'un camion qui passait. Pendant une seconde, mon esprit a dérivé vers le chantier. Vers les chauffeurs, les roses, les horaires, toutes les pièces mobiles. Je lui faisais confiance pour m'aider à gérer. Toutes les choses que je n'avais pas regardées de trop près ces derniers temps. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la rue de banlieue tranquille. Fin d'après-midi, longues ombres. Tout semblait normal, mais ce ne l'était pas. Derrière moi, Denise a parlé à nouveau, plus doucement cette fois. « S'il te plaît, déverrouille la porte. » Je ne me suis pas retourné. « Pas encore, ai-je dit. » Parce qu'à ce moment-là, je commençais à comprendre quelque chose. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, ce n'était pas juste une erreur. Et quoi qu'il arrive ensuite, je voulais des témoins. Avant ce jour, je t'aurais dit que je connaissais chaque recoin de ma maison, chaque planche qui grinçait dans le couloir, chaque charnière de placard lâche dans la cuisine, chaque fenêtre qui se bloquait lorsque l'humidité de l'Ohio arrivait. Mais cet après-midi-là, assis dans mon propre salon avec ma femme sur le canapé et un homme enfermé dans le placard de notre chambre, l'endroit me semblait étranger, comme si j'étais entré par erreur dans la vie de quelqu'un d'autre. Denise n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers le couloir. Je le remarquais à chaque fois. Elle essayait d'être subtile, mais après 28 ans, la subtilité ne fonctionne pas aussi bien que les gens le pensent. Sa main gauche n'arrêtait pas de triturer le bord de son pull. Son pied droit a tapé une fois, puis s'est arrêté quand elle a réalisé que je la regardais. « Marc, dit-elle, gardant sa voix basse. Tu aggraves la situation. » Je la regardais. Je ne l'ai pas mis là-dedans. Son visage rougit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire. Elle déglutit et baissa les yeux vers ses mains. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Quand on a passé près de 3 décennies à regarder quelqu'un porter des courses, combattre la grippe, s'asseoir à côté de vous lors de visites à l'hôpital et rire de publicités télévisées idiotes, votre cœur ne cesse pas de les reconnaître simplement parce qu'ils ont fait quelque chose de cruel. C'était la partie difficile. Une partie de moi voyait encore la femme que j'avais épousée. L'autre partie voyait quelqu'un qui avait poussé un homme adulte dans notre placard et s'attendait à ce que j'agisse comme si j'étais le problème. Mon téléphone a vibré. C'était June. Nous sommes en route. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé le téléphone face vers le bas sur la table d'appoint. Denise l'a vu. « Ils arrivent ?» demanda-t-elle. « Oui. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu n'avais pas le droit. » Ça m'a presque fait rire. « Pas le droit ?» dis-je. « C'est par là que tu veux commencer. » Elle se leva. « C'est humiliant. » Je la regardai longuement. « Je suis d'accord. » Les mots tombèrent plus lourds que je ne m'y attendais. Elle détourna le regard. De la chambre, il y eut un autre son. Un léger coup cette fois. Prudent, pas désespéré.
Denise se tourna immédiatement vers lui. Le regard était là, encore. Pas de gêne, pas de peur du scandale, mais une sorte de coordination, comme si elle craignait qu'il ne dise la mauvaise chose avant qu'elle n'ait eu la chance de gérer la situation. Je me suis levé. Assieds-toi, dis-je. Elle ne l'a pas fait. Marc, s'il te plaît. Je suis passé devant elle, dans le couloir. Le tapis était doux sous mes chaussures, ce qui rendait le tout encore pire d'une certaine manière. Il n'y avait rien de dramatique. Pas de tonnerre, pas de verre brisé, juste un homme d'âge moyen marchant dans son propre couloir pour ouvrir le placard de sa propre chambre. Je me suis arrêté devant la porte et j'ai écouté. Une respiration silencieuse de l'autre côté. Recule, dis-je. Pas de réponse. J'ai tourné la clé. La serrure a cliqué. Derrière moi, Denise a fait un petit bruit comme si elle voulait m'arrêter, mais ne pouvait pas décider comment. J'ai ouvert la porte du placard. Un homme est sorti en lissant le devant de sa chemise comme s'il sortait d'une réunion d'affaires au lieu du placard de ma femme. Il était plus jeune que moi, fin de la trentaine, peut-être. Cheveux foncés, barbe soignée, jean propre, veste de travail sombre, le genre d'homme qui essayait d'avoir l'air robuste et soigné en même temps. Et je le connaissais. Pas bien, mais assez. Ethan Cross, dis-je. Ses yeux passèrent de moi à Denise, puis de nouveau à moi. C'est tout ce dont j'avais besoin. Ethan Cross avait fait du travail de répartition pour mon entreprise de temps en temps pendant près d'1 an. Entrepreneur indépendant, nouvelle route, contact de courtier, horaire des chauffeurs. Denise l'avait fortement encouragé au début. Il est efficace, avait-elle dit, et nous avons besoin d'aide. Je lui avais fait confiance. Cette phrase était devenue une mauvaise habitude dans ma vie. Ethan s'éclaircit la gorge. Marc, je l'ai interrompu. Tu as 2 choix, dis-je. Assieds-toi ou j'appelle les flics tout de suite. Sa mâchoire s'est serrée. Denise s'avança. Ce n'est pas nécessaire. Je ne la regardais pas. Je gardais mes yeux sur lui. Assieds-toi. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'Ethan pourrait essayer de jouer les durs. Il avait ce genre de visage. Le genre qui paraît mieux dans la confiance que dans la panique. Mais ensuite, il regarda Denise à nouveau, par-dessus mon épaule. Et il s'assit. Nous nous sommes tous retrouvés dans le salon comme une misérable réunion de famille que personne n'avait programmée. Ethan a pris le fauteuil près de la fenêtre. Denise s'est assise sur le canapé à nouveau, mais cette fois pas à côté de lui. Trop évident, je suppose. Je suis resté debout. Personne n'a parlé. Le réfrigérateur bourdonnait de la cuisine. Quelque part dehors, un chien a aboyé 2 fois et s'est arrêté. Ethan s'est frotté les paumes sur son jean. Denise a fixé le sol. J'ai regardé l'un après l'autre. C'est étrange ce que l'on remarque quand on arrête de réagir. La façon dont Ethan n'arrêtait pas de vérifier son téléphone mais ne le déverrouillait pas. La façon dont les yeux de Denise se tournaient vers lui chaque fois que je changeais de poids. La façon dont aucun d'eux ne demandait ce que je savais. Cela me dérangeait plus que tout. Une personne coupable veut généralement savoir dans quelle mesure elle est en difficulté. Ces deux-là savaient déjà qu'il y avait des problèmes. Ils ne savaient simplement pas à quel point ils avaient fait surface. Finalement, Ethan dit, c'est une affaire personnelle. Je me tournai lentement vers lui. Tu étais dans ma maison, dis-je. Dans ma chambre, dans mon placard. Ne te voile pas la face. Sa bouche se pinça. Denise murmura, Marc, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je la regardai. Faire quoi? Elle ne répondit pas. Je hochai légèrement la tête. C'est ce que je pensais. La sonnette retentit. Denise tressaillit. Pas un peu. Tressaillit. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et l'ai ouverte. Harold et June se tenaient sur le porche. Harold avait 76 ans, retraité de la poste, toujours vêtu de chemise rentrée et de la discipline du vieil homme comme un uniforme. June était plus petite, les yeux perçants, le genre de femme qui remarquait du rouge à lèvres sur une tasse de café de l'autre bout de la pièce. June regarda mon visage et sut immédiatement que quelque chose n'allait pas à Marc, dit-elle. Je me suis écarté. Entrez. Ils entrèrent lentement. Harold jeta un coup d'œil dans le salon et s'arrêta. Ses yeux allèrent d'abord vers Denise, puis vers Ethan, puis vers moi.
June posa une main sur sa poitrine. Qui est cet homme? Demanda-t-elle. Personne ne répondit. Je fermai la porte derrière eux. Denise se leva rapidement. Maman, papa, je peux expliquer. Harold ne bougea pas. Sa voix sortit bas. Denise, pourquoi y a-t-il un homme assis dans ton salon qui a l'air de s'être fait prendre en train de voler une Buick? Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être ri. Ethan avait l'air offensé, ce qui était drôle d'une manière triste. Je montrai le canapé du doigt. Tout le monde s'assied. June me regarda. Marc, que s'est-il passé? Je jetai un coup d'œil à Denise, puis à Ethan. Je suis rentré tôt, dis-je. Ta fille l'a caché dans le placard de notre chambre. J'ai verrouillé la porte. Puis je t'ai appelé. Le visage de June changea. Harold ferma les yeux une seconde comme s'il avait besoin d'être d'en haut avant de dire quoi que ce soit. Denise se mit à pleurer alors. Pas des pleurs intenses, des pleurs contrôlées, le genre qui laisse encore de la place à la stratégie. C'était une erreur, dit-elle. Je regardai Ethan. Il n'a pas dit que c'était une erreur. Il n'avait pas l'air assez honteux. Il avait l'air inquiet. C'était la chose qui me frappait le plus. Il n'avait pas peur de moi en tant que mari. Il avait peur de ce que je pouvais déjà savoir en tant que propriétaire d'entreprise. Et à ce moment-là, avec Harold et June assis rigides comme des planches dans mon salon, j'ai compris que l'homme qui était sorti de ce placard n'était pas seulement entré dans mon mariage. Il était aussi entré dans mon entreprise. L'avantage de gérer une petite entreprise de camionnage, c'est que l'on s'habitue à des chiffres qui ne restent pas immobiles. Le prix du carburant augmente, on s'ajuste. Les chauffeurs démissionnent, on réorganise les itinéraires. Le temps frappe le Midwest, on détourne et on subit le retard. Ce n'est jamais parfait, mais avec le temps, on apprend à reconnaître les problèmes normaux. Et puis il y a ceux qui ne le sont pas. 3 semaines avant que je ne surprenne Denise et Ethan, j'étais assis dans mon bureau à l'entrepôt, fixant une feuille de calcul qui ne me semblait pas juste. Il était tard, passé 22 heures. Les chauffeurs avaient tous pointé et le chantier était silencieux, à l'exception du bruit de moteur occasionnel qui refroidissait avec ce son de tic-tac métallique. J'avais une lampe de bureau allumée et une tasse de café à moitié finie qui était devenue froide. Je me souviens d'avoir fait défiler les chiffres ligne par ligne. Plus de chargement, moins de profit. Pas de beaucoup. Pas assez pour tirer la sonnette d'alarme, mais assez pour me faire démanger la nuque. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et je me suis frotté les yeux. Tu es fatigué, me suis-je murmuré. C'est tout. Après 28 ans dans les affaires, on ne s'affole pas à chaque fois que quelque chose semble un peu bizarre. Si tu le faisais, tu ne dormirais jamais. Alors, j'ai laissé tomber. Ce fut ma première erreur. Les jours suivants, j'ai remarqué de petites choses. Un trajet vers l'Indiana qui rapportait moins qu'il n'aurait dû. Quelques factures qui semblaient gonflées. Pas de manière flagrante, juste assez pour vous faire vous demander si vous aviez mal mémorisé le taux initial. J'ai interrogé Denise à ce sujet un soir pendant que nous rangions après le dîner. Les frais de répartition semblent un peu élevés cette semaine, ai-je dit avec désinvolture. Elle n'a même pas levé les yeux de l'évier. Ajustement de carburant, les courtiers resserrent les marges. Cela avait du sens. Ça l'a toujours été. Denise s'occupait des comptes depuis des années, plus longtemps que certains de mes chauffeurs n'étaient avec moi. Elle était douée pour ça, organisée, prudente. Je lui faisais confiance comme on fait confiance à sa propre routine. On ne la remet pas en question à moins que quelque chose ne se brise. Alors, j'ai acquiescé et j'ai laissé tomber. Deuxième erreur. Quelques nuits plus tard, je suis resté tard à nouveau. L'entrepôt sentait le diesel et le vieux papier. La pluie frappait le toit métallique en un rythme régulier qui rendait plus facile de penser, ou peut-être plus difficile. Je ne pouvais plus le dire. J'ai sorti les journaux de répartition. Le nom d'Ethan apparaissait plus souvent que d'habitude. Ce n'était pas étrange en soi. Il avait pris du travail supplémentaire. Denise l'avait mentionné. Mais quand j'ai commencé à faire correspondre ses emplois au paiement, quelque chose ne s'est pas aligné. Ses honoraires étaient plus élevés. Pas follement. Pas assez pour crier à la fraude. Juste assez pour que ça ne me convienne pas. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Peut-être que je me souviens mal, ai-je dit à voix haute.
J'ai cliqué sur les contrats. Certains d'entre eux avaient été acheminés par une entreprise que je ne reconnaissais pas. Cela arrive parfois. Des couches de sous-traitance de courtiers sont ajoutées. Cela fait partie du métier. Mais celui-ci n'arrêtait pas de revenir. Même nom, même adresse, Indiana. Je l'ai noté sur un bloc-notes jaune et je l'ai entouré. Puis j'ai vérifié les approbations. La plupart d'entre elles étaient signées par Denise. Ce n'était pas inhabituel non plus. Elle gérait une grande partie de ce côté-là. Mais je ne me souvenais pas d'avoir parlé de ces contrats spécifiques. Pas une seule fois. Je suis resté là à regarder sa signature sur l'écran. Après 28 ans, on connaît l'écriture de quelqu'un comme on connaît sa voix. C'était la sienne. Aucun doute là-dessus. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière, écoutant la pluie. Ce n'est rien, me suis-je dit. Tu relis des points qui n'existent pas. Parce que l'alternative était quelque chose que je n'étais pas prêt à dire à voix haute. Alors, je suis rentré chez moi, j'ai dîné, j'ai regardé un peu la télévision, j'ai dormi, ou du moins j'ai essayé. Ce sentiment est resté avec moi, cependant, comme un léger bourdonnement sous tout le reste. Quelques jours plus tard, j'ai vérifié à nouveau. Même schéma. Plus de chargement, moins d'argent. Ethan lié à la plupart d'entre eux. Cette entreprise en Indiana assise au milieu comme un intermédiaire silencieux que personne n'avait demandé. Je l'ai cherché correctement cette fois. Registre d'état, information de base. Le nom ne me disait rien, mais le contact listé, oui. Ce n'était pas Denise. C'était quelqu'un avec son nom de famille. Un cousin, si je me souvenais bien, nous l'avions vu à quelques réunions de famille au fil des ans. Assez gentil. Restait à l'écart. Je fixais l'écran. Mon premier instinct fut de prendre le téléphone et d'appeler Denise. Lui demander directement. En finir. Mais quelque chose m'a arrêté. Pas la peur. Pas exactement. L'expérience. Dans mon métier, on n'affronte pas un problème avant de le comprendre. On recueille des informations. On s'assure que ce que l'on voit est réel. Sinon, on donne à l'autre partie le temps de s'adapter, de se couvrir, d'expliquer les choses. Et Denise, elle était douée pour les explications. Trop douée. Alors, je n'ai pas appelé. J'ai creusé. Email, relevé de paiement, journaux de répartition. Rien d'éclatant, rien de dramatique, juste des morceaux. Chacun assez petit pour être ignoré seul. Ensemble, ils racontaient une histoire que je ne voulais pas croire. De l'argent qui bougeait d'une manière qu'il ne devrait pas. Du travail acheminé par des personnes qui n'avaient pas besoin d'être là. Ethan en plein milieu. Et Denis signait tout. Tard un soir, vers 3 heures du matin, j'ai tout éteint et je suis resté assis dans le bureau sombre. Pas d'écran d'ordinateur, pas de paperasse, juste moi dans le silence. J'ai pensé au premier camion que j'ai conduit. Les longues nuits, les motels bon marché, la façon dont Denise restait éveillée à attendre mes appels quand nous étions plus jeunes. J'ai pensé à bâtir l'entreprise de zéro. Un camion, puis 2, puis 5. Chaque contrat gagné à la dure. Et maintenant, je ne savais plus avec qui je le partageais. J'ai probablement tort, ai-je dit dans la pièce vide. Mais ma voix ne semblait pas convaincue. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pas quand j'ai vu les chiffres. Pas quand j'ai trouvé l'entreprise dans l'Indiana. Mais à ce moment-là, parce que pour la première fois, j'ai arrêté d'essayer de l'expliquer. J'ai rangé mes affaires, suis sorti dans la cour et me suis assis dans mon camion un moment avant de rentrer chez moi. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai appelé personne. J'ai juste conduit. Et quelque part entre l'entrepôt et la maison, j'ai pris une décision. Je n'allais pas confronter Denise avant de tout comprendre. Pas une partie, tout. Ce qui signifiait observer, attendre et faire semblant que tout était encore normal. Il s'est avéré que j'avais déjà 3 semaines de retard. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures comme d'habitude. L'habitude ne demande pas la permission. Elle se manifeste. Pendant une seconde, je suis resté allongé à fixer le plafond, écoutant le silence de la maison. Pas de pluie, pas de camion, juste cette immobilité du petit matin. On ne la remarque que quand quelque chose ne va pas. Puis tout est revenu. Le placard.
Ethan, Denise. Je me suis redressé lentement et j'ai balancé mes jambes hors du lit. Le tapis était froid sous mes pieds. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit, j'ai vérifié l'heure à nouveau, comme si elle avait pu changer. Ce n'était pas le cas. Denise dormait toujours, ou faisait semblant. Difficile à dire ces jours-ci. Je me suis habillé, j'ai enfilé une veste et je suis allé à la cuisine. J'ai préparé une cafetière. Même mouvement, même routine. Cuillère, verser, attendre, des choses normales. C'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quelque chose de stable. Pendant que le café infusait, je suis resté près de l'évier et j'ai regardé le jardin. La clôture avait besoin d'être repeinte. Je repoussais ça depuis des mois. Trop occupé. C'est drôle ce que l'on remarque quand sa vie bascule. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocat, Alan Green. Appelle-moi quand tu peux. Je l'avais contacté la nuit précédente, après le départ d'Harold et June. Je l'avais gardé simple. Je lui avais dit que j'avais besoin de sécuriser certaines choses discrètement. Il n'a pas posé de questions par message. C'est un homme bien. Je me suis versé une tasse de café et je suis sorti sur le porche arrière. L'air était froid, vif. Cela m'a aidé. Je l'ai appelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Marc, bonjour. Cela n'en a pas l'air. J'ai expiré. Je dois protéger l'entreprise. Compte, contrat, tout. C'est à propos de ce que tu as suggéré hier soir? Oui. Il n'a pas insisté, il a juste dit, d'accord, nous pouvons geler certains comptes, limiter l'accès, mettre en place des contrôles. Vous aurez besoin de documents. Je les ai. Alors nous agissons aujourd'hui, dit-il. Mais Marc, une fois que nous le ferons, cela va soulever des questions. C'est bon. Il y eut une pause. Tu es sûr, demanda-t-il. Je regardai à nouveau la cour. Oui, je suis au-delà de l'incertitude. Très bien, dit-il. Envoie-moi ce que tu as. Je vais commencer à rédiger. Nous raccrochâmes. Je restai là 1 minute, le café me réchauffant les mains, essayant de stabiliser quelque chose en moi qui voulait encore croire que tout cela n'était qu'un malentendu. Ce n'était pas le cas. Je le savais maintenant. Quand je rentrai, Denise était réveillée, assise à la table de la cuisine. Elle avait une tasse devant elle, intacte. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait plus. Nous nous sommes regardés. Un instant, aucun de nous ne parla. Puis elle dit, nous devons parler. J'ai hoché la tête. Nous le ferons. Samedi. Elle fronça les sourcils. Samedi, j'ai convoqué une réunion à l'entrepôt. Tes parents, Reynolds, l'expert comptable. Son visage se crispa. Marc, ce n'est pas une question d'affaires. Si, ai-je dit. Elle secoua la tête. Tu exagères. Cela m'a presque fait réagir. Presque. Au lieu de cela, j'ai posé ma tasse et je me suis appuyé contre le comptoir. Alors, ça ne te dérangera pas de tout expliquer devant eux, dis-je. Ses yeux brillèrent. Tu essaies de m'embarrasser? Non, dis-je doucement. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans mon entreprise. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Il y avait ça, cette hésitation. Je te l'ai dit, dit-elle finalement, c'était une erreur. Je la regardai longuement. Une erreur n'implique pas de contrat, Denise. Son épaule se raidit. Tu as fouillé mes dossiers, demanda-t-elle. J'ai fouillé mon entreprise. C'est notre entreprise, rétorqua-t-elle. Je secouai lentement la tête. Pas la façon dont tu la gères. Le silence remplit à nouveau la cuisine. Elle baissa les yeux vers la table, puis me regarda. Tu ne comprends pas, dit-elle. Tu as raison, répondis-je. Je ne comprends pas. Et je le pensais. Parce que les chiffres, les emails, l'homme dans le placard, tout cela pointait dans une seule direction. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. Cette partie ne collait nulle part. Marc, dit-elle, plus doucement maintenant. Tu as beaucoup été absent. Tu ne vois pas ce que c'est ici. Je ne répondis pas, j'ai tout géré, continua-t-elle. La maison, les livres, les appels. Je sais ce que tu as géré, dis-je. Elle tressaillit.
Pas des mots. Du ton. Je n'avais pas élevé la voix, mais quelque chose en elle avait changé. Nous sommes restés là comme ça pendant un moment. Deux personnes dans la même cuisine se regardant comme des étrangers essayant de se souvenir d'une langue partagée. Finalement, j'ai pris mes clés. Je serai au dépôt, dis-je. Elle ne m'a pas arrêté, ne m'a pas suivi, elle est juste restée assise à fixer son café comme s'il pouvait lui donner une réponse. Le bureau de l'entrepôt me semblait différent ce matin-là. Pas physiquement. Le même vieux bureau, le même sol éraflé, la même odeur de diesel et de paperasse, mais je le voyais différemment maintenant. Chaque classeur, chaque contrat, chaque nom. Je me suis assis et j'ai commencé à organiser. J'ai imprimé des emails, mis en surbrillance des transactions, tout trié dans un seul dossier. Rien de fantaisiste, juste des faits. À un moment donné, je me suis surpris à fixer une photo sur le coin de mon bureau. Denise et moi il y a des années, debout devant notre premier camion, tous les deux souriant comme si nous n'avions aucune idée de ce qui allait arriver. Je l'ai retourné, pas par colère, juste pas prêt. À midi, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Chronologie, traces écrites, non. J'ai appelé Reynolds, Marc dit-il. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi à l'entrepôt samedi matin. Je lui ai dit 9 heures. C'est sérieux? Oui. Il n'a rien demandé d'autre. Je serai là. Ensuite, ce fut l'expert comptable. Même conversation, même réponse. Quand j'ai eu fini, c'était la fin de l'après-midi. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai regardé le dossier. Ça n'avait pas l'air de grand-chose, juste du papier. Mais je savais ce qu'il contenait. Des preuves, ou du moins assez pour commencer. Le plus difficile n'était pas de les rassembler. C'était de vivre avec. Sachant ce que je savais, rentrer à la maison ce soir-là et agir comme si rien n'avait changé. Denise était à nouveau dans la cuisine quand je suis entré. Comme ce matin-là, même table, même silence. Tu as déjà tout préparé, demanda-t-elle. Oui. Elle hocha lentement la tête. Tu le fais vraiment? Oui. Elle me regarda longuement. Et pendant une seconde, juste une seconde, je pensais qu'elle pourrait dire quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Au lieu de cela, elle dit, tu n'es pas obligé. J'ai ramassé mes clés du bol, les ai reposées par habitude. Oui, ai-je dit, je dois le faire. Samedi matin était dans 2 jours. Beaucoup de temps pour avoir des doutes. Beaucoup de temps pour reculer. Mais alors que je me tenais là dans cette cuisine, regardant une femme que je pensais connaître mieux que quiconque, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je ne faisais pas ça pour la punir. Je le faisais parce que j'avais besoin de voir la vérité au grand jour, là où elle ne pouvait pas être gérée, expliquée ou cachée derrière une porte verrouillée. Samedi arriva en silence. Pas de pluie, pas de vent, juste ce ciel gris et plat de l'Ohio qui rend tout un peu plus sérieux qu'il ne devrait l'être. Je suis arrivé à l'entrepôt avant tout le monde. Vieille habitude. J'aime être le premier dans les endroits où les lumières sont éteintes. Rien ne bouge encore, sauf vos propres pensées. J'ai allumé les lumières du bureau. Même bourdonnement que d'habitude. Même bureau, même chaise. J'ai posé le dossier au centre de la table. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai juste regardé 1 minute. Puis je me suis versé une tasse de café du pot que j'avais préparé plus tôt et je me suis assis. 9 heures est arrivé lentement. Le premier à franchir la porte fut Reynolds. Il ne frappa pas, il poussa juste la porte et entra comme il le faisait toujours. Fin de la soixantaine, toujours bâti comme un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à soulever des choses plutôt qu'à en parler. Marc, dit-il, en hochant la tête. Bonjour. Il jeta un coup d'œil au dossier, puis de nouveau à moi. Tu ne plaisantais pas. Silence. Il prit place, s'appuya en arrière, croisa les bras, ne pressa pas 20 ensuite l'expert comptable, Linda Pérez, début cinquantaine, vive, efficace. Le genre de personne qui remarque les virgules manquantes dans les contrats. Bonjour, dit-elle, posant son sac. Merci d'être venu. Elle fit un petit signe de tête et s'assit à côté de Reynolds, scannant déjà la pièce comme si elle sentait quelque chose d'étrange dans l'air. Harold et June entrèrent ensemble quelques minutes plus tard. Harold avait l'air fatigué. June semblait prête. Denise fut la dernière.
Elle entra sans regarder personne directement, prit place à l'extrémité de la table, ne s'assit ni près de moi, ni près de ses parents, elle se plaça simplement. Cela m'en dit plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Pendant quelques secondes, personne ne parla. 6 personnes dans un petit bureau, toutes attendant que quelque chose commence. Je me suis levé. Merci d'être venu, dis-je. Je vais faire simple. Je ne regardais pas Denise en disant cela. Je gardais les yeux sur la table, sur le dossier. Nous avons eu quelques irrégularités au cours du dernier trimestre, continuai-je. Rien d'évident au début, juste de petites choses. Reynolds se pencha sur sa chaise. Quel genre de choses? Des itinéraires moins rémunérateurs que prévu, des frais qui ne correspondaient pas. Linda se pencha légèrement. J'ai remarqué quelques variations dans le dernier rapport, mais rien n'a été signalé. Exact, dis-je, parce que ce n'était pas assez important pour être signalé. J'ai ouvert le dossier. Le papier ne fait pas beaucoup de bruit, mais dans une pièce silencieuse, même ce petit son porte. J'ai sorti la première série de documents et je les ai glissés sur la table vers Linda. Jetez un coup d'œil à ceci, dis-je. Elle ajusta ses lunettes et commença à lire. Reynolds se pencha pour voir. Harold et June regardèrent Denise. Denise fixait droit devant elle. Je continuai. Ce sont des registres de répartition liés à un entrepreneur tiers, dis-je. Ethan Cross. Reynolds leva les yeux. Je connais ce nom. Oui, dis-je. Tu devrais. J'ai étalé le prochain jeu de papier. C'est là que ça devient intéressant, ajoutai-je. Les emplois acheminés par son intermédiaire coûtaient systématiquement plus cher que les itinéraires similaires traités directement. Linda feuilleta quelques pages, les sourcils froncés. Combien de plus, demanda-t-elle. Assez pour que ça compte, dis-je. Pas assez pour se démarquer tout seul. Reynolds laissa échapper un léger souffle. C'est délibéré. J'ai hoché la tête. Personne ne regardait Denise encore. Pas directement, mais on sentait que ça montait. J'ai sorti une autre feuille. C'est la compagnie par laquelle ces racines ont été acheminées, dis-je. Enregistrée en Indiana. Linda la scanna rapidement. Petite opération, historique limité. Vérifier la propriété, dis-je. Elle le fit. Puis elle s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur Denise. Est-ce que c'est? Je répondis pour elle. La famille. Silence. Lourd, cette fois. Reynolds se pencha en arrière dans sa chaise, sa mâchoire se serra. Tu es en train de me dire que nous avons payé un supplément pour acheminer des charges par un intermédiaire qui n'avait pas besoin d'exister? Oui. Et cet intermédiaire est lié à. Il fit un léger geste vers Denise. Cela je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Denise a finalement parlé. Tu ne comprends pas la situation complète, dit-elle. Sa voix était calme, contrôlée, mais je pouvais entendre la tension en dessous. Je l'ai regardée. Alors explique, dis-je. Elle a ouvert la bouche, la refermée, a regardé Ethan, qui n'était pas là. C'était le moment. Pas quand les papiers ont atterri sur la table. Pas quand Reynolds s'est mis en colère. Juste à ce moment-là, car même sans lui dans la pièce, elle l'a regardé en premier. Reynolds l'a vu aussi. Son expression a changé. Où est-il, a-t-il demandé. Je me suis légèrement penché en arrière. Pas ici. C'est pratique, a-t-il marmonné. June a alors parlé, sa voix, douce mais tranchante. Denise, qu'est-ce qui se passe? Denise secoua la tête. Ce n'est pas ce que ça a l'air. J'ai failli sourire à ça. Presque, parce que ça revient toujours à cette phrase. Ça ne l'est jamais, ai-je dit. Jusqu'à ce que ça le soit. J'ai glissé la dernière série de documents sur la table. Des emails, dis-je. Confirmation de paiement. Les dates correspondent. Linda lut rapidement. Reynolds n'a même pas pris la peine. Il observait Denise maintenant. Harold se pencha en avant, les mains serrées. Denise, dit-il, sa voix basse. Réponds à la question. Elle le regarda. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée, elle n'avait rien de prêt. Je gérais les choses, dit-elle finalement, faisant tourner l'entreprise. À perte, Reynolds claqua.
Ce n'était pas une perte. Rétorqua-t-elle. C'était ce que j'ai demandé. Elle s'arrêta parce qu'il n'y avait pas de mots clairs pour cela. Il n'y en a jamais. J'ai senti quelque chose monter dans ma poitrine alors. Pas de la colère. Quelque chose de plus proche. De la pression. J'ai dû faire une pause juste une seconde. Ma main reposait sur la table, me stabilisant. Je te faisais confiance, dis-je. Ma voix est sortie plus douce que je ne m'y attendais, mais elle a tenu bon. Je t'ai fait confiance avec tout. Les livres, les contrats, les gens. Denise m'a regardé et, un instant, j'ai vu quelque chose de réel là-bas. Pas de stratégie, pas de contrôle, juste quelque chose qui se brisait. Tu n'étais jamais là, dit-elle. La pièce est devenue silencieuse. J'ai laissé ça en suspens parce que c'était la première chose honnête qu'elle avait dite. Puis j'ai hoché la tête une fois. Peut-être, ai-je dit, mais c'était toujours moi qui le construisais. Reynolds a légèrement repoussé sa chaise, sa voix tendue. Cela m'a coûté de l'argent. Linda a ajouté, cela nous expose à des responsabilités. Harold a fermé les yeux un instant, puis a regardé sa fille. Nous ne t'avons pas élevé comme ça, a-t-il dit. Celle-là a fait mouche. Les épaules de Denise se sont affaissées. Pas toutes à la fois. Juste assez. J'ai ramassé les papiers et les ai remis dans le dossier. Je ne les ai pas claqués. Je n'ai pas fait de scène. Je l'ai juste fermé. C'est tout ce que j'ai jusqu'à présent. J'ai dit que c'était suffisant pour avancer. Denise n'a pas discuté. N'a pas nié. N'a pas essayé de refaire le coup parce qu'elle savait qu'il n'y avait plus d'issue. Je me suis assis, j'ai pris mon café. Il était froid. Peu importe. J'ai bu une gorgée quand même. Personne n'a parlé. Et dans ce silence, quelque chose s'est installé. Pas la victoire, pas le soulagement, juste la vérité au grand jour, là où elle ne pouvait plus être cachée. Après ce matin-là, l'entrepôt semblait plus calme. Pas physiquement. Les mêmes camions allaient et venaient. Les moteurs démarraient, les freins sifflaient, les chauffeurs plaisantaient près du quai de chargement comme d'habitude. La vie ne s'interrompt pas juste parce que la vôtre se fissure. Mais pour moi, tout sonnait différemment. Comme si je l'entendais avec un certain recul. J'ai passé les jours suivants à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Marcher dans la cour à l'aube, vérifier moi-même la pression des pneus, parler au chauffeur face à face au lieu de passer par les journaux de répartition et les appels téléphoniques. Des gars que je connaissais depuis une décennie étaient surpris de me voir là. « Tout va bien, Marc ?» demanda l'un d'eux. « J'y travaille » dis-je. C'était la vérité. Parce que l'entreprise tenait toujours debout, mais à peine, à des endroits que je n'avais pas remarqués auparavant. Quelques contrats ont été retirés une fois que Reynolds a ajusté son côté. Quelques clients ont posé des questions après que Linda a signalé des incohérences. Rien de catastrophique, mais assez pour faire mal. Nous avons dû couper 20% du personnel, de bonnes personnes. Certaines d'entre elles étaient avec moi depuis les premières années. Cette partie n'a pas ressemblé à de la vengeance. Elle a ressemblé à une conséquence. Et je l'ai portée avec moi chaque fois que je signais un de ces papiers. À la maison, les choses étaient calmes. Pas le calme paisible, le calme vide. Denise a déménagé une semaine après la réunion. Pas de cris, pas de disputes prolongées. Juste des cartons, un camion de location, quelques courtes conversations qui n'ont jamais abouti. La maison semblait plus grande après son départ. Trop grande. On ne réalise pas l'espace qu'une personne remplit tant qu'elle n'est pas partie. Pas seulement physiquement, émotionnellement. Routine, bruit, présence. Je me rendais dans la cuisine certains matins et m'attendais toujours à la voir à table avec une tasse de café. Puis je ne la voyais pas et le silence s'installait à nouveau. Nous avons parlé quelques fois après cela, principalement de choses pratiques, de comptes, de paperasse, de la maison. Une fois, elle a essayé d'expliquer, ce n'était pas seulement une question d'argent, a-t-elle dit. Je l'ai cru. L'argent ne pousse pas les gens à faire des choses comme ça. Il leur donne juste une direction. Tu te sentais invisible, dis-je. Elle hocha la tête. Tu travaillais toujours absent. L'entreprise passait en premier. Je n'ai pas argumenté car elle n'avait pas entièrement tort. Gérer une entreprise prend du temps,
demande de la concentration, prend des morceaux de toi qui ne reviennent pas toujours quand tu franchis la porte d'entrée. Mais il y a une différence entre se sentir seul et construire quelque chose derrière le dos de quelqu'un. J'aurais écouté, dis-je. Elle fit un petit sourire fatigué. Peut-être. Ce peut-être disait tout. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. Le côté légal avançait lentement. Alan s'en est principalement occupé. Action civile, partage des actifs, rien de dramatique. Pas de cri au tribunal, juste de la paperasse, des délais, des signatures. Denise a perdu le contrôle des comptes financiers très tôt. Ce n'était pas une vengeance. C'était une protection. Ethan a complètement disparu de l'image. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il a essayé de continuer à travailler comme répartiteur indépendant ailleurs. Difficile de dire combien de temps cela durerait une fois que la nouvelle se serait répandue. Dans ce métier, la réputation voyage plus vite que le fret. Quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé de nouveau au volant de l'un de nos camions. Non pas parce que je devais, mais parce que je le voulais. Il y a quelque chose dans la conduite qui vous vide la tête. La route ne se soucie pas de ce que vous avez traversé. Elle continue juste. J'ai fait un court trajet d'abord, de Columbus à Cincinnati et retour. Rien d'extraordinaire, juste assez pour me rappeler ce que le travail ressentait depuis le début. Le bruit du moteur, le poids du volant, le rythme de la route. Familier, honnête. Pas de feuille de calcul, pas de compte caché, pas de conversation en attente de se tordre. Juste des kilomètres. Un matin, quelques semaines après que tout se fût stabilisé sous sa nouvelle forme, j'étais de nouveau dans la cour, tôt, café à la main, le ciel commençant juste à s'éclaircir, les moteurs tournant un par un. J'ai regardé le premier camion sortir, puis un autre, la routine, le mouvement, la vie qui continue. J'ai pris une longue gorgée de mon café et j'ai laissé l'air me réveiller. Pendant longtemps, j'ai pensé à ce qui s'était passé. Pas seulement le moment dans la chambre, pas seulement la réunion à l'entrepôt, tout cela, les années précédentes, la confiance, les petites choses que j'ai ignorées, les plus grandes que je ne voulais pas voir. Et j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'ai pas tout perdu. L'entreprise était toujours là. J'étais toujours là. Et tout ce que nous avions construit, ce n'était pas effacé, juste changé. Je ne regrette pas Denise. Pas comme les gens s'y attendent, mais parfois je regrette la personne que je pensais qu'elle était. Cette version d'elle, celle des premiers jours, debout à côté de moi devant ce premier camion. C'est celle que je me surprends encore à me souvenir. Puis je me rappelle que cette personne a soit changé, soit je ne l'ai jamais vue clairement au départ. Quoi qu'il en soit, s'accrocher à ça n'aide pas. J'ai regardé à travers la cour alors qu'un autre camion roulait vers la porte. L'entreprise est toujours debout, me suis-je dit doucement. Et moi aussi. Et ces jours-ci, ça me suffit. Si vous avez déjà fait confiance à quelqu'un plus que vous n'auriez dû, vous savez probablement à quel point les conséquences peuvent être silencieuses. Ce n'est pas toujours bruyant, pas toujours dramatique. Parfois, c'est juste de la clarté et la décision de continuer. Si cette histoire vous a touché, j'aimerais l'entendre.